Comme je vous le disais, dans le cadre du GDRI, il y avait deux Kirghizes qui étaient venus au Niger, qui ont fait du terrain chez moi, chez les Touaregs Keloed du massif montagneux de l'Aïr. Et il y a eu deux Touaregs, dont un d'ascendance eslave, un Bella, qui était venu aussi au Kyrgyzstan. C'est un échange qui n'a pas débouché sur une institutionnalisation des échanges, mais bon, après ça m'échappe, hein, s'il faut pas... Et donc, j'avais demandé à... Il s'appelle Amantour, un petit bonhomme, là, comme ça, qui ne parlait pas du tout français. Et lui aussi, il a eu un rapport passionné et passionnel au dictionnaire. Il a, en définitive, appris le français avec le dictionnaire. Finalement, c'est que maintenant, il se démerde très, très bien. On le comprend. Donc, je lui ai dit, ce serait bien que tu fasses une conférence à l'université de Niamey, université qui a été construite par les Chinois, avec un grand amphi, etc. Donc il a dit oui, pas de problème, je vais parler de comment fonctionne l'université au Kyrgyzstan, etc. Donc il fait sa conférence et après il y a des échanges de questions, l'auditoire pose des questions et il y en a un qui se lève et qui lui demande s'il est musulman. Et lui il répond oui, je suis de culture musulmane. Pouf, tout le monde en même temps éclate de rire. Il n'a pas compris pourquoi tout le monde éclatait de rire. Il a fallu que je lui explique après. J'ai dit, ils ne se sont pas moqués de toi, mais de culture musulmane, pour eux, ça ne veut rien dire. Ou bien tu es musulman, ou bien tu n'es pas musulman. Alors qu'il avait introduit une nouvelle notion. J'ai dit, quand tu as dit, tu sais, ça, c'est des gens qui font la prière 5 fois par jour, hein, qui interrompent les cours pour faire les tours. Donc pour eux, c'était un peu comique. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais qui en même temps est significative, des trucs-là. Donc, le Kyrgyzstan, j'ai été très, comment dire, très, très touché, très, très ému, mais c'est quasiment une constante ou un invariant pour utiliser le vocabulaire godélierien. C'est que même chez les agropasteurs, hein, où il y a une dimension sédentaire, c'est toujours des milieux très ouverts. Toujours des milieux très ouverts. Même quand vous avez la yourte n'a pas une configuration ouverte, hein, c'est fermé à cause du froid, etc., mais c'est toujours accueillant. Toujours accueillant. On sait accueillir le moussafir, comme disaient les Turcs, c'est-à-dire le voyageur, ce qui est considéré comme étant un voyageur. Chez les nomades sahariens, c'est différent parce que la tente, elle est ouverte à tout vent. Elle est basse. Le vélum, c'est du vélum en peau de chèvre, généralement. Donc il faut s'accroupir pour rentrer dessus. C'est toujours très ouvert. Mais là, c'est la même chose. D'abord, les règles de politesse font en sorte qu'on n'arrive pas dans un campement les mains dans les poches. On reste toujours 100-150 mètres de l'endroit où il y a un campement. Et c'est l'homme, s'il y a un homme, qui vient vers vous et qui va vous installer sous la tente. S'il n'y a pas d'homme, s'il y a un enfant, c'est l'enfant qui vient vous accueillir. Mais on ne peut pas comme ça arriver brutalement. Ça aussi, il y a tout un rituel à faire en sorte. Mais là aussi, après, vous êtes pris en charge. Hein. Pris en charge, les repas viennent, on vous donne la couverture, on vous donne tout un tas de choses. Donc, décidément, je vais vous raconter des anecdotes, mais ça fait un peu plaisant. Les couvertures, si un jour vous allez en milieu nomade, n'acceptez pas les couvertures qu'on vous donne pour dormir. C'est plein de poux. Donc, mais moi, je ne peux pas refuser une couverture. Si je refuse une couverture, alors que j'ai mon sac de couchage pour moins 15 ou moins 20, c'est honteux. Les poux, le matin, on est 3 à 4 comme ça, on dort là. Le matin, on se réveille dans le serwal, là. Tac, tac, on écrase les lampes. C'est d'un drôle, vraiment. Il n'y a aucune honte à avoir des poux, parce que tout le monde a des poux. Donc, mais c'est surtout, vous dormez toujours dehors, hein. Donc après, vous vous mettez assis en tailleur, puis alors, il y a une concentration, une fixation sur le fait d'épouiller les lampes, là, c'est bidonnant comme tout. Donc le matin, c'est ça, on passait facilement une demi-heure à écraser les lampes.
Donc, si vous allez là, ne prenez pas de couverture. Prenez les vôtres. Voilà. C'est pour vous dire aussi que l'accueil n'est pas simplement tu es là, tu es nourri, on te protège du froid, puisqu'on te donne une couverture en plus. Et généralement, ce n'est pas une couverture de seconde zone, c'est une couverture correcte, pleine de poux aussi, mais correcte quand même. Et puis après, on vient vous parler, il faut parler, etc. Donc il y a une chaleur humaine qui est là. Et ça, je pense, c'est aussi la caractéristique du milieu nomade. Même chez les agropasteurs, il y a ça. Donc c'est la raison pour laquelle c'est... Alors après, il y a le mythe du nomade, la liberté, l'errance, etc. Tout ça, c'est du pipeau d'anthropologue. Non, il n'y a pas d'errance, c'est pas vrai. Le rapport à la nature, la définition des terrains de parcours, là où il y a de l'eau, quelles espèces végétales il y a, les espèces végétales qui sont bien sélectionnées pour les petits ruminants, pour les camelins, etc. Il y a toute une organisation de l'utilisation de l'espace et de ce que recèle comme ressources végétales naturelles, très très organisées. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on peut parler de terrain de parcours, ce qui est différent de territoire. Territoire est une notion anthropologique conceptuelle. Donc, à cet égard-là, pour en revenir, encore une petite digression, mais vous en ferez ce que vous voulez. Quand on parle de traité de paix, de convention ou de trêve, etc., c'est des notions conceptuelles issues de la pensée occidentale, qui renvoient à des traditions intellectuelles, etc. J'ai fait une petite expérience avec mes copains Touaregs anti-rebelles. Je dis, mais comment tu traduis trêve? Comment tu traduis le traité? Comment tu traduis convention, etc. À chaque fois, ils m'ont donné trois expressions à structure linguistique descriptive. Donc ils sont obligés de passer par une succession d'au moins 6 ou 7 mots différents. Voilà. Comment voulez-vous trouver des solutions Parce que les autorités politiques françaises ne pensent pas à tout ça. Ils sont dans leur logique institutionnelle, avec leurs concepts, etc. Donc après, il y a toujours des ambiguïtés qui se créent. Ah bah, nous, on n'a pas pensé ça. Hein. Après, les manipulations qu'il peut y avoir aussi autour de ça. Mais ce qui me paraît important, c'est que si on n'a pas une réflexion de nature sémantique dans ce genre de situation-là, on risque de commettre des erreurs politiques. Parce que la pensée objectivante conceptuelle, c'est aussi le résultat de toute une tradition de plusieurs siècles. Il en va, là aussi peut-être une digression, parce que la démocratie, elle est condamnée en Afrique. Hein. Tout le bordel qu'il y a actuellement, c'est de la faute de la démocratie, c'est bien connu. Ben, il faut quand même aussi rappeler que la démocratie chez nous, elle a été remise en cause dès sa création. Il a fallu 1789, il a fallu 1830, il a fallu 1848, il a fallu la Commune de Paris. Il faut actuellement des oppositions, etc., pour essayer de maintenir la démocratie. Si vous replacez ce concept-là dans le contexte africain, il n'y a pas toutes ces traditions, toutes ces luttes qui ont été menées pour... Ça repose le problème aussi de la création de l'État. Il y a toute cette dimension-là. Donc, si on n'a pas une réflexion là-dessus, on débouche très rapidement sur des jugements de valeur qui condamnent. Alors, dire ce que je dis, ça permet de comprendre, ça ne veut pas dire que c'est des solutions, mais ça permet d'avoir une représentation de ce qui se passe différente des décisions politiques qui sont prises actuellement. C'était ça mon intention. Le combat, pour reprendre l'Europe quand même, il y a eu combien? On a fait 3 révolutions plus la Commune de Paris. C'est pas petit, avec des centaines et des centaines de morts. Donc on ne peut pas non plus dire la démocratie, tu vas l'appliquer. Le terme même, en tout cas en tamashek, n'existe pas. Donc il faut trouver un équivalent. Il n'y a pas d'équivalent conceptuel. Donc il y a un équivalent dans des descriptions linguistiques. Parce que c'est leur catégorie de pensée, leur dynamique politique qui font en sorte que ces dynamiques politiques-là créent des appellations. Donc on ne peut pas faire l'économie d'un embryon d'approche sémiologique, en tout cas de la sémantique.
c'est un peu à ça, à quoi, de mon point de vue, les anthropologues peuvent servir. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est pas négligeable. C'est pour ça, après ils disent, mais tout ça, c'est toi qui nous apprends ça et tout ça, on te soutient là-dessus et tu es contre nous. Allez comprendre quelque chose. Donc je suis un peu cinglé. Incohérent en tout cas, je suis un peu incohérent. Comment tu peux nous comprendre, nous expliquer ça et tu nous les expliques bien alors que tu n'es pas avec nous? C'est incompréhensible. Je me demandais aussi si avec ce nomadisme, il n'y a pas une acception d'une diversité des usages, des pratiques à chaque groupe ou à chaque famille ou chaque clan, qui est beaucoup plus importante que évidemment dans des systèmes étatiques où on voudrait la même règle pour tout le monde. Cela dit, il y a des constantes. Ouais. Il y a des constantes dans les modalités d'accueil, dans le rituel des politesses, etc. On retrouve à peu près les mêmes choses, indépendamment des appartenances nationales. Ça veut dire qu'il y a une culture, pour renvoyer au Tamashek, il y a une culture commune sur le plan culturel. La force des indépendantistes rebelles, c'est qu'ils ont déformé la culture au profit du politique. Sur des réalités culturelles, ils transforment ça en politique. Ils font de la manip, mais ils sont parfaitement conscients. Donc pour répondre directement à votre réflexion, c'est que c'est vrai, mais après c'est chaque famille aussi qui a son comportement vis-à-vis de l'autre. C'est aussi en fonction de la présence de qui il y a dans le campement. Les campements au Sahara, quand il y a 2 tentes et 3 tentes, c'est déjà un grand campement, hein. Donc les autres campements se trouvent à 100, 150 km. Il faut se replacer dans le contexte de l'espace. Mais s'il n'y a pas d'hommes, c'est la femme, l'aînée des femmes, qui vient vous accueillir et qui s'occupe de tout, qui vous fait la conversation aussi. C'est elle qui fait le thé. Non, vous êtes tranquille, hein. Elle fait le thé et tout, elle discute. Ouais. Et puis après, la conversation, elle tombe vite. Donc, aïe voilà, on dit, oh, c'est comme ça, pour relancer les trucs qui ne viennent pas. Donc, il y a un rapport au temps. Ah oui, quelquefois, c'est un peu dur, hein, le rapport au temps. Pareil pour les repas. Vous pouvez manger à 10h le matin et après, le même repas, le lendemain, vous allez le prendre à 14h. Ça dépend s'il y a du bois, ça dépend s'il y a de l'eau, ça dépend de tout un tas de choses. Donc, mais on s'y fait très rapidement. Alors qu'on est habitué, nous ici, quand même, à être un temps... Non, mais c'est des milieux, en définitive, ouverts. Ouverts, et puis bon, moi j'ai pris mon pied aussi là-dedans. Hein, par-delà les emmerdes que j'ai pu avoir. Non, ça va. Ils viennent à Paris, ils me téléphonent, ils viennent chez moi, ils font le thé et tout. Il y a un suivi. Il y a un suivi... oui, c'est ça, il y a un suivi affectif. Et après, la manière d'entretenir le suivi affectif, c'est de poser des questions sur la santé des éléments de leur famille. Ah oui, après, ils sont émerveillés. J'ai discuté avec un colonel-major, Touareg, qui a été rebelle et qui a été colonel-major. Je lui ai posé des questions. Il m'a dit, mais attends, comment tu connais tout ça, toi? J'ai dit, mais attends, moi je vais te dire où je les ai connus. Je les ai connus en Algérie, à Inamguel. Ils ouvrent des yeux comme ça. Et donc après, ils n'ont plus du tout la même représentation. Après, ils vous disent, ah, t'es pas n'importe qui, hein. Les nouvelles, comme ça, oui, c'est important, hein. La connaissance de l'autre, c'est important. Alors, dans leur logique à eux, après, ils systématisent un peu tout ça. Alors que dans nos catégories, c'est simplement des connaissances, etc. Pour eux, ça a d'autres connotations que la connaissance. C'est quelque chose d'affectif. Si tu nous poses des trucs comme ça, si tu les connais, alors que nous, on les a vus comme ça une fois, ils sont morts, etc. Ah ouais, c'est pour ça que c'est toujours attachant. Peut-être je ne sais pas, un mot de comment vous verriez
la suite de cette anthropologie des mondes nomades, Touareg? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour des nouvelles générations? Comment travailler? Le contexte politique aide pas, mais... J'observe qu'il y a toujours eu un discours sur la fin des sociétés nomades. À l'époque, sur la base d'un constat, j'ai trouvé que les sociétés nomades avaient de telles capacités d'adaptation et donc de rebondir dans différentes situations politiques, climatiques, etc., qu'on ne pouvait pas parler de la fin des sociétés nomades. Parler de la fin des sociétés nomades, c'était aussi récuser leur rapport à l'histoire. Ça, je disais ça, je pensais ça, jusque dans les années 2005 ou un truc comme ça. Actuellement, il y a de tels bouleversements, de telles transformations, je me demande si l'image un peu figée que l'on a de société nomade ne constitue pas un reliquat. Je vais m'expliquer là-dessus. Si je prends comme exemple le contenu des accords de paix, tous les leaders des rébellions indépendantistes sont issus du milieu nomade, ils connaissent strictement rien de leur culture à eux, pratiquement rien. Ils ont été formés en Libye, où ils ont fait leurs études en Mauritanie ou au Maroc, etc. Donc il y a une coupure radicale. Cette coupure radicale, si vous la recontextualisez dans la dimension politique et économique actuelle, y compris avec la création de l'État de l'Azawad, ils investissent où? Pas dans l'Azawad, ils investissent dans des villas à Bamako. Intéressant. Ensuite se pose le problème suivant, c'est comment des sociétés sahariennes, Sahel c'est différent, peuvent s'inscrire dans l'économie de marché. S'inscrire dans l'économie de marché, ça veut dire avoir les capacités de production du bétail en tant que marchandise. Or, la composition du troupeau en zone saharienne ne peut pas se transformer en marchandise, parce que les conditions écologiques sont extrêmement contraignantes. Les capacités de charge, vous ne pouvez pas dépasser, avoir des grands troupeaux comme en zone sahélienne. Donc, ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas, parce que le système ne peut pas créer les conditions de l'insertion dans une économie de marché. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, j'observe, mais je n'ai pas d'éléments d'explication, c'est qu'il y a une sorte de correspondance, d'analogie entre la taille des familles et la taille des troupeaux. C'est un constat difficile à analyser. Déjà, c'est la monogamie. Ils n'ont pas 6, 7 enfants, hein, c'est 3, 4, des trucs comme ça. Donc, quand j'observe ça, je me dis, mais le bétail, il ne peut pas se transformer en marchandise, il est utilisé à des fins sociales et de consommation domestique, fins sociales pour créer les conditions de la dot pour les mariages, etc. Donc, c'est des sociétés qui, à un moment donné, sont aux abois. Dans des circonstances comme ça, Kadhafi les recrute dans les légions islamiques, le rapport aux armes, c'est pas n'importe quoi, ils reviennent, les armes, c'est pas... Les djihadistes, c'est pareil, hein. Les djihadistes, ils donnent des kalash à des jeunes gamins, vous vous rendez compte? Un gamin qui est en chômage, qui n'a rien, le pouvoir qu'il a lorsqu'il vient avec sa kalachnikov, c'est un pouvoir incroyable. Donc pareil pour l'état-major. Et puis le fait qu'ils investissent dans le foncier, pas chez eux, parce que chez eux c'est pas rentable, c'est pas l'économie de marché. Tandis qu'investir dans une villa avec piscine à Bamako, un quartier qui s'appelle Kidal, ça c'est quand même... Donc ils sont dans une autre logique. Qui est dans cette autre logique-là? Les leaders politiques. Les autres ne peuvent pas faire ça. Donc ça crée des conditions de rupture très très fortes. Que faire dans ces conditions-là? Dans la zone de transition saharo-sahélienne, vous avez là des problèmes de relations avec les sociétés sédentaires. Donc il y a une compétition sur les ressources naturelles qui se gérait autrefois par des coups de bâton ou facile à négocier, notamment dans le gourmand malien. Et moi, quand je travaillais là, les Peuls avaient besoin du fognon, qui est une graminée sauvage, pour leurs jolies vaches avec les belles cornes, là. Les Bellas avaient besoin de cette même graminée pour leur petit ventre à eux. Donc une compétition sur le machin, réglée à coups de bâton.
bâton, il y a eu quelques fois un mort à coup de bâton. Maintenant, c'est plus des bâtons, c'est des kalachnikovs. Et les kalachnikovs, et ça prend une dimension ethnique. Donc les enjeux sur le foncier, sur les conditions d'accès et d'utilisation des ressources naturelles, fait en sorte que dans un contexte où l'État n'est plus présent et qu'il n'y a pas possibilité de résoudre des problèmes de conflit, et que les conflits prennent de facto un caractère ethnique alors qu'ils n'ont pas de nature ethnique, ben vous faites toutes les manipulations que vous voulez. Très facile. C'est pour ça que je vous dis, même à ce niveau-là, que faire? Les peuls, ils ont besoin d'espace. Les peuls, ils ont des beaux troupeaux. Bon, quand ils sont en transhumance, vous avez les sédentaires, il y a un passage, la terre est bonne. Ben, tu la cultives. Il manque de peau. Et les autres aussi, ils l'utilisent pour la transhumance. Ils arrivent dans les jardins ou dans les champs, paf, ils bousillent tout. C'est à cause de ces savoirs de peuls. Après, la presse s'empare de tout ça, une couche supplémentaire là-dessus. Faire des couloirs de transhumance comme ça a été fait au Niger il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, je trouve que l'idée était bonne. Apparemment, elle n'a pas pu se pérenniser. C'est un problème réel. Hein. Et là-dessus, Koufa, c'est un Peul. Il fait ses prêches en Peul. Donc il a un écho culturel auprès des Peuls. Après, les militaires maliens, tous les Peuls, c'est des djihadistes. C'est évident. Il n'y a pas d'autre explication possible. Tac, l'amalgame est fait. Ils ne se déplacent pas quand il y a des exactions qui sont commises. Ou même, ils font des exactions sur les Peuls. Tout Peul est djihadiste. Ça veut dire aussi qu'il y a une représentation, ethnique, voire raciale, qui préexiste et qui s'affirme dans des circonstances de conflit. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Si, on a déjà vu ça ailleurs, mais c'est une conclusion pessimiste, hein, cette fois. C'est-à-dire, je ne vois pas quelles pourraient être les conditions de sortie de crise. Je ne vois pas. Bon, quand on discute avec les diplomates qui sont censés avoir des informations plus précises, eux-mêmes aussi, personne ne sait. Alors après, il y a des gens qui disent, mais pour sortir de ce bordel-là, il faut un chaos, un grand chaos, guerre civile. Et puis tous ces bâtards de Touareg, on n'en a rien à foutre qu'on leur donne l'indépendance. Vous avez aussi ce genre de choses, hein, qui est un aveu de faiblesse, qui se démerdent. Mais je pense aussi que les décideurs politiques sont un peu aux abois. Hein, je vois pas. C'est sûr que c'est aussi le fruit d'une orientation politique, mais ce n'est pas que ça. Je pense qu'on voit pas eux-mêmes ne voient pas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il y a eu tellement de conneries qui ont été faites pendant 20 ou 30 ans, c'est que vous ne pouvez pas éponger ça en l'espace de quelques années. C'est l'aboutissement aussi de tout ça. Parce que les relations, moi c'est ce que j'observe en tout cas au Mali et au Niger, hein, j'ai jamais senti d'hostilité à l'égard des Français, une hostilité à l'égard de la politique française qu'on dit la France. Ben, sinon, dans les rues à Bamako, jamais été inquiété. Parce que je discutais avec Sidibé, là, un avocat, et il dit « Nous, on ne comprend pas la politique française. On a des rapports affectifs avec vous. Même si vous nous avez colonisés, pour nous, vous représentez quelque chose. » J'ai dit vis-à-vis des Russes « Ah non, vous représentez plus que les Russes. » Donc il y a cette dimension qui existe, qui est mal utilisée politiquement.